Bonsoir, Bonsoir Noélie. ou plutôt bonjour pour toi. Donc, il est quelle heure en ce moment Oui, pour toi? il est 13 heures ici. D'accord, donc bon début d'après-midi. Merci. Donc, tout d'abord, merci à toi pour ta présence. Et Merci donc, pour ton toi, tu es invitation. donc praticienne ayurvédique. Est-ce que tu as d'autres pratiques? Que je propose, tu veux dire? Oui, il y en a par exemple qui sont que praticiens qui font les bilans et Mhm. consultations. Il y en a d'autres qui ont aussi le massage ou d'autres outils. Donc, quels sont les tiens? Alors pour moi, c'est essentiellement les consultations, donc des consultations en ligne, puisque je bouge un petit peu beaucoup. Donc j'ai décidé de me concentrer pour l'instant sur les consultations en ligne, même s'il m'arrive d'en donner en présentiel. Je fais aussi beaucoup de choses autour de l'Ayurveda, mais l'Ayurveda est mon activité principale, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Ok, merci à toi. Donc, pour toi, ta vision, en tout cas, l'Ayurveda, c'est quoi? C'est réellement la science de la vie, donc c'est la traduction même du mot, c'est-à-dire que au-delà des plantes, au-delà de l'alimentation, au-delà des massages, etc., c'est l'étude de ce qui nous met en vie, de ce qui nous rend vivants. Donc c'est pour ça que je trouve l'Ayurveda très holistique, mais vraiment dans un sens très global, dans le sens où, par exemple, en consultation, je demande beaucoup de renseignements sur les relations qui entourent la personne, sur sa manière de s'organiser au quotidien, parce que ça fait partie de ce qui va la rendre vivante ou non. Donc pour moi, j'ai une vision vraiment très globale et c'est la vision de l'Ayurveda selon moi. Ok. Comment et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Alors, j'ai commencé en faculté de médecine, puisque quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire, et je disais, j'aimerais bien faire que les gens se sentent mieux. Et donc, on m'a dit, faut être médecin pour faire ça. Donc, je dis, bon, je vais être médecin. Comme j'aimais beaucoup les enfants, j'avais prévu d'être pédiatre. Et finalement, arrivée en faculté de médecine, je me suis dit, bon, on va s'économiser 2 ans et on va aller pour généraliste. Ce qui en plus me permettait de soigner la famille complète plutôt que juste les enfants. C'était pas plus mal. Mais il se trouve que pendant enfin, j'ai fait 3 ans donc en fac de médecine et ensuite j'ai décidé de prendre ce qu'on appelle une année blanche. Donc c'est une année de pause littéralement, un peu comme une césure. Parce que j'avais très envie d'explorer l'Ayurveda. Je savais déjà en rentrant en médecine que je voulais ajouter quelque chose de naturel à ma pratique, mais je ne savais pas exactement quoi, quand, comment. Et en fait, je me suis dit, si je veux faire une pause, c'est maintenant, parce qu'il faut savoir que dans les études de médecine, il y a 3 cycles. Et après la troisième année, il y a un deuxième cycle qui commence. Et je me suis dit, autant prendre une pause maintenant et on reviendra plus tard. Et puis un an est passé, et puis 2 ans sont passés, et finalement, j'ai décidé de ne pas y retourner, puisque j'ai trouvé mon bonheur dans l'Ayurveda et dans tout ce que j'explore à l'heure actuelle. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'Ayurveda. Et pourquoi l'Ayurveda plutôt qu'autre chose? Parce que je m'intéressais beaucoup à la naturopathie au début. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas une médecine ancestrale, c'est un système qui est plutôt récent. Et moi, c'était vraiment le côté ancestral qui m'intéressait. Donc, j'avais le choix entre ça et la médecine chinoise, parce que le reste, je voulais apprendre vraiment la médecine grecque à l'époque, mais c'est pas enseigné. Donc, je me suis rapprochée de l'Ayurveda parce que j'avais plus d'affinité pour cette science et aussi parce que je faisais du yoga déjà à l'époque. Donc, je me suis dit que ça irait bien dans la lignée. D'accord. Est-ce que tu te rappelles tes premiers rendez-vous et comment tu les as vécus? Oui, oui. C'était non, c'était, oui, on va dire qu'à l'école, je les faisais en présentiel, mais c'était dans le cadre de l'école, donc c'était un peu différent. Les premiers rendez-vous seuls, c'était en visio. Et c'était très agréable pour moi parce que j'avais enfin une vraie personne avec qui j'allais pouvoir échanger, j'allais enfin pouvoir comprendre les gens, parce que j'aime beaucoup échanger et comprendre les personnes de manière assez profonde, on va dire. Et en même temps, c'était très stressant parce que quand on n'a aucun cadre, etc., on se dit mais par où je commence. Donc je suis très restée dans le cadre au début que de ce qu'on m'a enseigné et ça a été très bénéfique pour moi dans le sens où ça m'a permis d'au moins avoir une structure dans laquelle ensuite je pouvais me sentir libre d'ajouter ou de retirer des choses. Mais je suis partie de manière très structurée en fait pour commencer ces consultations. Et moi, ça s'est fait très progressivement en fait. Les consultations, j'ai attiré des gens de manière très progressive.
parce que j'ai mis l'accent sur l'étude aussi pendant que je commençais à consulter et moins sur le marketing et l'aspect me vendre en fait, on va dire, vendre mes services. Donc c'est toujours quelque chose qui est très important pour moi d'étudier et je le fais toujours à côté, mais je mets beaucoup plus l'accent sur les consultations maintenant et j'ai plus de liberté dans ma pratique. Je suis en train de modifier vraiment mes consultations dans leur forme et c'est très très agréable de partir de cette structure qui m'a beaucoup aidée pour maintenant développer ma propre méthode, on va dire. D'accord. Oui, je pense que tu me rejoindras là-dessus. De base, j'estime, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel, mais qu'un bon praticien Ayurveda, il n'a jamais fini d'apprendre, en fait, parce que c'est sans fin. Non, non, non. Il y a Et toujours tout des le choses à monde, pas découvrir. seulement les praticiens en Ayurveda, on devrait Oui, tous d'ailleurs, savoir on est d'accord. qu'on devrait apprendre toute notre vie. Alors, tu as répondu indirectement un peu plus tôt, mais donc du coup, plutôt direct ou plutôt visio? Visio. Visio, Même forcément. si j'adorerais faire plus de direct, mais bon, pour l'instant, je suis avec ce que j'ai. En voyageant et en étant aussi loin, forcément, la visio est plus pratique. C'est ça. Est-ce que tu as une spécialité ou un domaine ou un public de prédilection en Ayurveda? Il est en train de se former. J'en suis très heureuse parce que j'ai, pendant mes études, très très accroché avec la psychologie. Même pendant mes études de médecine, mais même après pendant les études d'Ayurveda. Et en fait, c'est un domaine qui est assez peu exploré encore et qui est, comment on va dire, qui, qui est clairement insuffisant dans sa manière moderne d'être pratiqué. Et je suis en train d'explorer des choses qui me permettent d'avoir une vue très très globale et très profonde du mental. Euh, la psychologie ayurvédique est très différente de la psychologie moderne puisqu'elle est inscrite dans le corps. Donc en fait, on utilise l'alimentation, on utilise la routine de vie, mais on utilise aussi d'autres pratiques. Et donc c'est pas volontaire de ma part, je ne parle même pas particulièrement de ça, mais c'est vrai que j'attire beaucoup de personnes qui voient plus de résultats en approchant le problème via un point de vue psychologique ou émotionnel, plutôt que purement des changements de mode de vie, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu as le plus gagné avant et après la mise en place de l'Ayurveda dans ta vie? Ce que j'ai gagné avant l'Ayurveda, Le avant-après, est-ce qu'il y a des choses que tu as gagnées vraiment par rapport à l'Ayurveda dans ta vie? la première chose qui me vient, c'est comment on va dire ça, l'acceptation et l'ouverture au monde dans le sens où j'étais déjà quelqu'un de très très curieux et de nature à vouloir toujours comprendre l'autre parce que je me disais s'il y a un conflit c'est qu'il ne s'est pas compris, c'est pas qu'il y a une personne qui est mal ou quoi que ce soit. Et en fait on m'a toujours dit oui mais tu sais ça fait pas tout, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui ont juste pas envie de changer, il y a des gens qui se complaisent dans leurs problèmes. Et en fait, j'ai vite compris que c'était faux, que les personnes qui ne veulent pas changer, c'est qu'elles n'ont pas la possibilité avec les clés qu'elles ont à l'heure actuelle. Et l'Ayurveda m'a vraiment aidée à mieux comprendre ça, notamment par les constitutions, mais aussi par la psychologie a beaucoup aidé. Moi, ça m'a beaucoup changé parce que, comme je te disais, je m'intéressais un peu à la naturopathie et donc j'avais un mode de vie où j'avais éliminé beaucoup de choses de mon alimentation notamment. Et l'Ayurveda m'a permis de réintégrer progressivement des aliments qui en fait me convenaient très bien. Et donc j'ai trouvé plus d'équilibre de ce point de vue-là. J'ai aussi l'Ayurveda m'a apporté un sens auquel je me rattache assez souvent pour comprendre le monde en général. C'est pas mon seul outil, on va dire, mais c'est un outil que je trouve très puissant, notamment pour étudier les substances. Donc, si on veut étudier une plante qui n'est pas dans les livres ayurvédiques, on peut toujours le faire grâce à l'ayurveda. Et ça, je trouve ça très très riche. Donc, c'est un aspect de l'ayurveda qui m'apporte au jour le jour, vraiment. Et là, l'accent sur la routine de vie, euh, l'accent sur la globalité de l'Ayurveda en fait. Que on peut pas par exemple demander à quelqu'un de faire un régime alimentaire ou de changer toute son alimentation sans avoir changé le problème qui a causé ça en fait. Donc ça c'est quelque chose que j'aime énormément. On est d'accord. Petite précision, donc pour les personnes qui suivent mais sans totalement connaître, c'est vrai qu'en naturopathie, il va y avoir des consignes, mais qui sont un peu globales.
Et l'Ayurveda va aller vers chaque individu. Et en effet, ce qui, dans la globalité, ne sera peut-être pas recommandé, ben, selon votre dosha en Ayurveda, ben, au contraire, on vous dira que pour vous, ça peut être plutôt bon. Donc, Mm. en effet, c'est vrai qu'il y a des nuances avec d'autres pratiques qu'on peut rencontrer sur notre parcours. Bah, Toi, et la quel est ton... naturopathie m'a beaucoup apporté et ça fait toujours, c'est toujours une base de ma pratique Ah, dans le tout à sens fait. où bah, c'est quelque chose que j'ai gardé, mais il y a des, en fait pour moi c'est le problème de tout système qui n'est pas basé sur quelque chose d'ancestral finalement, puisque la naturopathie elle s'est formée un petit peu au fur et à mesure à prendre des idées par-ci par-là. Et il faut savoir qu'il y a plein d'écoles différentes de naturopathie, plein de courants de naturopathie, donc c'est pas tous pareil. Et en fonction du courant, on va avoir certaines recommandations et d'autres courants d'autres, etc. Donc c'est pas le problème de la naturopathie en elle-même, c'est comment est-ce qu'elle est enseignée et pratiquée. Et ensuite, au final, qui a raison, qui a tort, ça reste au bon vouloir de la personne qui l'étudie et de tester sur elle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est vrai que je trouve que toutes les sciences ancestrales, que ce soit l'astrologie, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit le chamanisme, toutes, vraiment toutes de tous les pays, tout ce que j'ai pu lire en tout cas et étudier jusqu'à présent, elles ont ce côté où c'est profondément aligné et logique. Dans le sens où il y a parfois des contradictions, mais en fait, la contradiction n'en est pas une, si on va vraiment profondément. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément avec l'Ayurveda. Je te rejoins tout à fait. Question un peu difficile pour les praticiens, en tout cas jusque-là. Quel est toi ton rituel favori dans tout ce que tu as pu mettre en place? Bah, je comprends pourquoi, parce qu'il y en a plein. Oui. Euh, comment, bah, je vais dire celui qui m'habite en ce moment. Ça va être de très très régulièrement faire le point sur le plan émotionnel, comment je me sens, et de savoir est-ce que j'ai besoin de nourriture mentale ou non, et de quoi. Parce que, par exemple, j'aime énormément apprendre. Je consulte, j'écoute beaucoup de podcasts, d'audio, de livres audio, je lis beaucoup, etc., etc. Et cetera. Et on peut vite se faire rattraper là-dedans. Et il m'arrive très souvent quand, par exemple, je vais marcher, plutôt que d'écouter un livre audio, je me demande est-ce que là j'ai envie d'ajouter quelque chose dans mon esprit. Et beaucoup de fois, j'ai juste envie du silence ou d'écouter les bruits de la vie. J'aime bien appeler ça comme ça, les bruits de la vie. Et ça, c'est vraiment un rituel qui m'apporte énormément parce que il y a des fois où j'écoutais des sujets qui m'intéressaient profondément, mais j'étais pas du tout dedans et sur le coup, ça rentrait pas. Alors que quand on fait attention à, bah, on mange quand on a faim, c'est la même chose au final. On se renseigne quand on a la capacité de se renseigner. Et il y a vraiment une hygiène émotionnelle et mentale à respecter en fait. Et ça, on oublie un petit peu. Oui, en effet, toujours important de ne pas laisser de côté l'hygiène mentale. A contrario de ton rituel favori, quels seraient ou quels sont tes écarts ou ce qui n'est pas très ayurvédique dans tes habitudes? Alors, qu'est-ce qui n'est pas ayurvédique d'aller vivre dans un pays tropical en plein hiver, je dirais, quand on est Pitta dominant. Euh, Ça, c'est pas très ayurvédique, mais en fait, je découvre plein de choses en vivant dans ce pays c'est vraiment très intéressant de vivre dans un environnement totalement différent parce que je comprends plein de choses. Notamment pourquoi ils utilisent du piment dans un pays qui est déjà très chaud. On se dit ça a aucun sens, mais en fait, si, ça en a un et c'est très très intéressant. Et qu'est-ce qui n'est pas très ayurvédique? Comme je disais, j'ai peu de temps dans ma journée pour tout ce qui est loisirs, tout ce qui est divertissement, même si j'en ai pas besoin de beaucoup, parce que j'aime profondément ce que je fais et je regarde pas la télé, j'ai pas besoin de ça ni rien. Mais le problème, c'est quand je veux regarder des documentaires, des vidéos, des choses pour me renseigner, etc., c'est pendant les repas. Ce qui n'est pas ayurvédique, puisqu'on est censé manger en conscience et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup de mal à faire. Je peux prendre des pauses, ça m'est arrivé, j'ai fait une retraite il y a un an dans une abbaye où j'avais zéro internet, zéro écran, zéro livre d'ailleurs, j'ai rien pris avec moi. Et ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que je cherche encore un équilibre là-dedans. Et c'est, je trouve, un des comportements ayurvédiques que je fais le moins bien, on va dire. Euh, Même si D'accord. je prends quand même le temps de manger en conscience, mais
il y a toujours un écran, la plupart du temps. D'accord. Donc là aussi, rappel pour ceux qui ne seraient pas encore totalement familiarisés avec l'Ayurveda. Donc, profil Pitta, en général, la chaleur n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur à ajouter dans le profil. Donc, ça Chaleur demande de humide en recréer un plus. certain équilibre. Ah oui, en plus. Oui. Et Mm. qu'est-ce que tu avais ajouté? Pour ce qui est de l'écran pendant le repas, je compatis. J'ai encore ça, c'est une habitude que j'ai du mal à vraiment enlever. Il y a plein d'autres belles habitudes que j'ai réussi à mettre en place sans trop de difficulté, mais celle-là, c'est mon petit plaisir. Donc pour l'instant, j'avoue, je suis pas encore prête à le mettre de côté. Ensuite, neuvième question. Quelles sont tes envies ou tes projets pro à venir? Oula, euh, Ah, plein de choses. beaucoup trop nombreux. Euh, on va dire que là, le premier qui me vient, c'est que je suis en train de créer un programme en ligne. Ça va être un petit programme, mais que j'ai très hâte de partager. Je ne l'ai pas encore vraiment partagé, donc est-ce que je le dis aujourd'hui? Ce sera un programme qui va parler notamment des mantras et des malas. Donc, comment utiliser les malas pour chanter les mantras. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'aurais pu dire ce rituel, notamment à ta question d'avant. Chanter ou réciter des mantras, ça fait partie de mes pratiques préférées. Et donc, j'ai beaucoup de questions tout le temps sur ces sujets-là. Donc, je me suis dit que j'allais créer un programme pour aider les personnes qui ne connaissent absolument rien à ce domaine. Donc, ça, c'est vraiment court terme. Ensuite, je compte reprendre la fabrication des malas, donc pour rester dans ce sujet-là, dès que je serai rentrée en France, ce qui devrait être pendant l'été. J'ai commencé à travailler avec une école de naturopathie justement parce ils voulaient un modèle sur l'Ayurveda pour que leurs étudiants aient connaissance de cette science-là. Donc j'ai commencé avec eux en décembre et c'est vraiment très, très intéressant pour moi d'avoir cette perspective-là. J'ai plein d'autres programmes, plein d'autres idées en tête, mais ça, c'est ceux qui me viennent en premier. Et de continuer à explorer vraiment les consultations, d'explorer de ces niveaux-là. Il y a le tutorat en astrologie qui est en train de se terminer. Là, on finit les dernières sessions. Donc, c'est plein de projets différents qui se terminent et d'autres qui commencent. Super. Question 10. Qui souhaiterais-tu voir en interview? Bah, j'ai pensé à plein de monde et en fait, je me suis dit que j'ai une collègue qui a fait la formation avec moi et qui est en train de se spécialiser en maternité et en accompagnement des femmes enceintes. Donc, elle se forme pour être doula. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette perspective-là. Parce que j'ai des personnes qui viennent me voir, qui sont enceintes, etc. J'ai eu un enseignement dans ma formation sur la femme enceinte et l'accompagnement de la grossesse. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui, de une, a vécu ça, et de deux, qui s'est formé vraiment à une approche profonde de l'accompagnement de la femme, parce que c'est un accompagnement très particulier et qui demande un soutien psychologique très particulier aussi. Et donc cette collègue qui s'appelle Karel Ouaked et qui s'appelle Ayurness sur les réseaux, elle est en train de se former pour être doula. Elle recherche d'ailleurs des personnes qui souhaiteraient des accompagnements pour qu'elle s'entraîne. Et je vois qu'elle a déjà de très très bons retours. Ah ouais, elle a de très bons retours déjà. J'ai vu des personnes qui la consultent. Donc ouais, ça me ferait plaisir qu'elle fasse cette interview. Ok, tu pourras m'envoyer un lien pour que je la trouve plus facilement. La 11e question, question en tout cas, deux questions bonus. Une, toi, quelle question tu souhaiterais poser à la prochaine personne qui passe? Sachant que si ça peut t'aiguiller pour une question un peu plus précise, si tu le connais, ce sera Alex Duncan qui passe la prochaine fois. Alex Duncan, je le connais de nom, mais pas beaucoup dans sa pratique. C'est une question que j'adore poser aux personnes en général. C'est si ça n'avait pas été ça, l'autre rêve, ça aurait été quoi? Donc si ça n'avait pas été l'Ayurveda, du coup. Ok. Quel autre rêve? Intéressant. Jolie question. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, mais celle-là, je la trouve particulièrement intéressante en effet. Et donc, question bonus à l'inverse, qui vient du précédent, qui nous vient de Hugues, et qui lui aurait souhaité que tu nous parles brièvement des mandalas.
Des Parce qu'il mandalas. lui semblait que tu avais fait une thématique dessus. Il n'était pas totalement sûr, Ah oui. mais euh, En fait, j'explore beaucoup les yantras. Je suis j'aime beaucoup tout ce qui est visuel. Je ne sais pas si j'en ai ici près de moi. Je vais essayer d'en attraper un. J'en ai quelques-uns sur mon compte, mais par exemple, là, je suis en train de travailler sur le Sri Yantra, qui est assez connu. Et c'est un yantra dédié à la déesse, notamment la déesse Lakshmi, la déesse de l'abondance, mais c'est le yantra associé à la déesse en général, à la divinité féminine. Et j'ai commencé en explorant un petit peu tous les yantras planétaires notamment. Il y a un yantra spécial pour chaque planète. Un yantra, c'est un mandala où c'est une représentation visuelle d'une énergie d'une déité. Donc ça peut être, il y en a pour toutes les déités, il y en a pour Hanuman, il y en a pour Ganesh, etc. Et ça peut être un très bon support de méditation. Donc pour regarder le yantra, ça peut être un support de relaxation aussi. Là, ce que je fais avec ce yantra, c'est que j'utilise une technique que je suis en train de tester, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, plutôt que de réciter un mantra, de l'écrire. Donc, plutôt que d'écrire des lignes à l'école quand on était puni, bah, j'écris des mantras. ok. Euh, et donc, je le fais avec la forme du yantra, donc comme tu as pu le voir. Donc ça, c'est des expérimentations que je fais. Et j'ai aussi beaucoup aimé créer des mandalas depuis zéro, en fait, parce que je me suis retrouvée en vacances à m'ennuyer, il faut le dire. C'est terrible, hein, mais j'ai vraiment besoin de créer quelque chose, d'être en interaction. Et donc, j'ai voulu colorier quelque chose, mais j'avais absolument rien avec moi. Et autour de moi, on m'a dit, bah, t'as qu'à le dessiner, ton coloriage, t'as bien écrit un bullet journal avec plein d'illustrations dedans et t'es pas capable de te créer un coloriage. Et je me suis dit, bah, écoute, t'as raison. Et donc, j'ai attrapé une feuille et j'ai commencé de manière très intuitive à dessiner un mandala. Et un des premiers que j'ai fait, il me semble qu'il était basé sur le Shri Yantra. En tout cas, c'était un mandala que j'ai dédié à la divinité féminine avec beaucoup de triangles, des cercles, etc. Et en fait, j'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois, plusieurs semaines de distance, et je vivais des choses différentes dans ma vie. Et à chaque fois, j'ai un mandala très différent, avec une énergie très très différente. Donc, je leur ai donné des noms à chaque fois pour représenter l'énergie que je vivais à ce moment-là. Et en fait, c'est pas aller beaucoup plus loin. Je t'avouerais que c'est quelque chose que j'aime énormément, et j'aimerais vraiment continuer à le faire, déjà rien que pour moi, et éventuellement le proposer plus tard, mais c'est une pratique comment on va dire ça, qui me permet de sortir un petit peu des structures, puisque c'est moi qui crée quelque chose depuis zéro. Parfois, j'ai aucune idée de ce que ça va être, je fais au fur et à mesure. Même si, bon, comme tu peux le voir, c'est pas du dessin relaxant, très apaisant. Il y a des lignes de Très partout, précis. c'est très précis, etc. Donc, euh, mais voilà, c'est une pratique qui m'apaise beaucoup et qui va en accord avec tout le reste que j'étudie. Donc voilà, c'est marrant qu'il ait posé cette question. Eh ben, super, tu vois, moi en plus ça m'inspire d'autres idées parce que moi alors j'en prépare des petits au compas parce que j'ai des ateliers bien-être avec des enfants et je leur fais découvrir entre multiples pratiques le coloriage entre guillemets de rosace ou de mandala et j'essaye de leur expliquer justement qu'on pourrait colorier 10 fois le même et on n'aura jamais le même résultat parce que c'est Mm, par rapport à notre état à l'instant T et j'aime beaucoup l'idée d'associer un nom. mm. L'idée est très sympa, j'y avais jamais pensé, donc tu vois, merci. Ça va m'inspirer une autre petite idée parce que ça peut être en plus un moyen d'expression avec les enfants, de poser un nom dessus qui peut être assez intéressant. Particulièrement, je trouve, pour tous les enfants qui sont pas littéraires, qui utilisent pas les mots pour s'exprimer. Et ça, je Oui, l'ai en consultation quand je conseille d'écrire. Les personnes ne sont pas forcément inspirées et je leur dis parfois, bah, dessinez dans ce cas. oui, Dessinez ce que vous ressentez ou dessinez. Et en fait, personnellement, je l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que je prends une feuille et je dessine. Et après, quand je regarde le mandala, je me dis, oh là, ouais, bon. Il y a une période où je vivais beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de tourments, etc. Je me suis retrouvée avec une énorme spirale qui tournait dans tous les sens. Je me suis dit, ah d'accord, bon, ok, ça reflète bien. assez représentatif, Exactement. en effet. Mm. Sachant aussi que en aparté, parce qu'il y a cette mode des mandalas préimprimés Mm.
à colorier. Pour les personnes qui ont du mal à méditer, le coloriage est considéré comme une très très bonne alternative à la méditation. Moi, parfois, je le suggère à des personnes qui ont du mal, qui aimeraient méditer mais qui n'y arrivent pas. Et du coup, ça les met dans un état, on va dire, de concentration sur ce côté coloriage, le fait de ne pas déborder. Et au moins, pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas avoir le cerveau qui part dans tous les sens. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, le coloriage peut être une alternative, une façon de débuter la méditation en douceur, dirons-nous. Et je trouve ça triste que les gens associent la méditation au fait de s'asseoir en tailleur et d'attendre. C'est ça. Ah. Je suis en train d'écouter en ce moment le dernier livre de Sadhguru qui s'appelle Karma. Il est vraiment très intéressant. Et il dit quelque chose que j'ai toujours ressenti personnellement parce que j'ai fait beaucoup de musique et de danse. Il dit les personnes qui sont les plus connectées à l'état de méditation, c'est les artistes et les grands sportifs. Parce qu'en fait, ils sont dans un état de flow qui est similaire à la méditation, mais en mouvement. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à maintenir cet état de flow. C'est ça qui fait la différence entre un yogi et un artiste, par exemple. Mais finalement, la plupart des gens, quand ils me disent « Ah oui, mais j'arrive plus à m'apaiser en m'asseyant ». Alors déjà, je dis déjà, si vous êtes une femme, en effet, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'onduler. C'est la femme, elle est pas faite pour rester statique. Même homme ou femme, si ça marche pas en étant assis, il y a les pratiques de mantra, donc utiliser sa voix, il y a le yoga, il y a le sport, il y a le jardinage. Combien de personnes me disent, mais même moi, quand j'ai vécu ça, faire un potager, il n'y a rien de mieux que ça comme méditation, la marche, le dessin, le coloriage, comme tu le dis. Donc, ce serait important de revoir ce terme de méditation de manière plus large et plus intégrative, en fait. Dans mes ateliers, je le répète régulièrement que la méditation, c'est pas le cliché de juste s'asseoir et attendre, entre guillemets. C'est très limitatif et il y a tellement d'autres façons. Juste une marche en pleine nature et d'être en conscience, lever un petit peu le bout de son nez, regarder ce qui se passe autour de soi, c'est déjà une forme de méditation. Et ça, c'est vrai que c'est encore dur à faire intégrer dans les mentalités. Même chez des enfants, hein, je le vois en atelier, quand je leur parle de méditation, tout de suite, ils me miment, quoi. Ils se mettent en tailleur et puis ils mettent les mains comme ça et puis ils sont là, bon, on va faire Je fais, Ah non, oui, c'est pas que ça. Il y a vraiment ce cliché, en effet. c'est ça. Bon, super. Eh ben, merci pour ta présence. Donc, n'hésite pas à m'envoyer toutes tes coordonnées que tu souhaites faire paraître sous la vidéo que je publierai également sur YouTube. Et donc, les coordonnées de la personne que tu souhaites voir interviewer pour que je puisse la contacter rapidement. Encore merci pour ta présence. Je te souhaite une belle après-midi. Pour toi, la journée n'est pas finie. Et namasté. Namasté, tu passes une très bonne soirée. Merci, au revoir. Et merci à tous pour votre présence.